Vous êtes sur Chad Info TV, bienvenue dans votre journal de l'international. Voici les titres de cette édition. Elles ont décidé de célébrer autrement la journée internationale de la femme. Des centaines de femmes ont manifesté à Bangkok, dans la capitale thaïlandaise, à l'occasion de cette journée. Détails à suivre dans ce journal. Et puis, il sera aussi question dans cette édition de l'élection présidentielle au Sénégal qui finalement se tiendra vers la fin du mois de mars après le dialogue organisé par le président Macky Sall, accusé de vouloir se maintenir au pouvoir. C'est tout pour les titres de cette édition. Nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. La journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars dans le monde par des plaidoyers ou des organisations festives. À Bangkok, la capitale thaïlandaise, plutôt que de se réjouir, des centaines de femmes ont manifesté dans les rues pour demander une amélioration de leurs conditions. Commentaire de Ngena Ondum Cynthia. À Bangkok, des centaines de femmes défilent depuis le monument de la démocratie jusqu'à la maison du gouvernement où se trouvent les bureaux du Premier ministre Srettha Thavisin et de son administration. Vêtues de violet, nombreux d'entre elles réclament une amélioration de la législation du royaume en matière de congé de maternité. Nous nous efforçons de proposer au gouvernement un congé de maternité de 180 jours entièrement rémunéré. Aujourd'hui, nous n'avons que 98 jours, explique une militante. Il est fondamental que les idées et les expériences des femmes interviennent également dans la conception et la mise en œuvre des innovations qui façonneront les sociétés de demain. La Journée internationale des femmes s'adresse donc aux grands de l'industrie, des jeunes pousses ou start-up qui changent la donne, aux entrepreneurs sociaux, à toutes celles et tous ceux qui militent en faveur de l'égalité des sexes ainsi qu'aux femmes novatrices afin d'envisager comment l'innovation peut aider à éliminer les obstacles et à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes, encourager les investissements dans des systèmes sociaux sensibles à la dimension de genre et bâtir des services et infrastructures adaptés aux besoins des femmes et des filles. C'est le mois de la femme et cette fois-ci, nous allons au Pakistan, pays musulman conservateur où quelques femmes ont décidé de faire l'exception malgré les stéréotypes. Souvent interdites de conduire, ces femmes ont décidé de faire la moto, un moyen d'émancipation et d'appel au changement. Les détails avec Habiba Hangini Mahamat. Ce genre de scène est rare dans ce pays musulman conservateur où les femmes sont généralement reléguées à l'arrière des voitures ou assises en Amazon et surtout pas à califourchon sur un deux roues, conduit par un homme de leur famille. Sur un terrain poussiéreux de Karachi, la plus grande ville du Pakistan, des femmes au voile coloré, enserrées par un casque, apprennent à slalomer entre le plot au guidon de motos de petites cylindrées. Le changement est en route, déclare Zainab Safdar, 40 ans, en démontrant comment conduire une moto le corps recouvert d'une ibaye rose. Au Pakistan, beaucoup de femmes renoncent à travailler simplement parce qu'il n'existe qu'une offre limitée de transport collectif garantissant leur sécurité. Dans cette ville tentaculaire, donner aux femmes les compétences et la confiance de se joindre aux hommes dans les touhibourous de la circulation leur ouvre un nouvel espace de liberté. La plupart des élèves ont beau venir de la classe moyenne de Karachi, les convenances restent étroitement respectées. L'élection présidentielle au Sénégal se tiendra vers la fin du mois de mars. C'est ce qui ressort du dialogue organisé par le président Macky Sall après le refus du Conseil constitutionnel de reporter l'élection à la demande de ce dernier. Macky Sall, lui, restera en poste jusqu'à l'installation du président qui sera élu. Les détails avec Néné Fatimé Brahim. Dans les rues de Dakar, les Sénégalais se réjouissent de savoir qu'ils éliront leur président fin mars. Même si la date exacte du scrutin n'est pas encore fixée, le Conseil constitutionnel a exigé que le scrutin présidentiel se tienne avant le 2 avril, date à laquelle expire le second mandat du président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012. Réaction quasi immédiate de l'exécutif. Le gouvernement a été dissous, a annoncé le communiqué du Conseil des ministres afin de libérer les désormais ex-premiers ministres et candidats du camp au pouvoir. Dans le même temps, le premier tour de l'élection a été fixé au 24 mars, une date qui reste incertaine, car dans la foulée, le Conseil constitutionnel a quant à lui décidé de la date de 31 mars. L'élection aura lieu avant l'expiration du mandat du président Macky Sall le 2 avril, l'un des éléments primordiaux de la crise. Un large front de l'opposition et de la société civile soupçonne Macky Sall de chercher à s'accrocher au pouvoir.
Une décision du Conseil constitutionnel publiée mercredi dit que, dans la mesure où le premier tour aura lieu avant la fin du mandat, le président Macky Sall resterait à son poste jusqu'à l'installation de son successeur. Le Sénégal a connu entre 2021 et 2023 des différents épisodes de meurtres, affrontements, saccages et pillages déclenchés, notamment par le bras de fer entre l'opposant Ousmane Sonko et le pouvoir. En février, le Sénégal a été en proie à de nouveaux troubles après l'annonce du report de l'élection. Des dizaines de personnes ont été tuées depuis 2021, des centaines de blessés et des centaines d'autres interpellés. Après le vote du projet de loi contre l'homosexualité par le Parlement ghanéen, une manifestation contre ce projet s'est tenue à Londres devant le Haut Commissariat du Ghana. Les manifestants ainsi que certaines organisations internationales demandent au gouvernement ghanéen de ne pas valider ce projet de loi. Les détails avec Ngena Ondoum Sentia. Une foule de manifestants se rassemble devant le Haut Commissariat du Ghana dans le centre de Londres pour protester contre le récent vote du Parlement ghanéen en faveur d'un projet de loi controversé visant à restreindre sévèrement les droits des personnes LGBT. Le président ghanéen a déclaré qu'il ne déciderait pas de signer ou non le projet de loi tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur son recours en justice. Cet Opoku Angieman, homosexuel ghanéen étudiant au Royaume-Uni, déclare « Je suis du Ghana, donc je ne vois pas pourquoi vous signeriez un projet de loi contre moi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Dans un communiqué, Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies, a déclaré que le projet de loi élargit la portée des sanctions pénales contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, simplement pour ce qu'elles sont. Éminence de sanctions pénales contre ceux qui sont perçus comme leurs alliés. Le Ghana a généralement été considéré comme État plus respectueux des droits de l'homme que la plupart des pays africains. Mais depuis que la législation a été adoptée par le Parlement, les condamnations internationales ont augmenté. Signature d'un accord à hauteur de plus de 210 millions d'euros sur la migration le 7 mars entre la Mauritanie et l'Union européenne. C'est dans le but de lutter contre l'immigration irrégulière et le trafic de migrants, le contrôle des frontières et soutenir la mobilité des étudiants en facilitant les procédures d'obtention de visa. Plus de détails avec Habiba Hangini Mahamat. La Mauritanie et l'Union européenne ont signé et rendu public, jeudi 7 mars à Nouakchott, une déclaration conjointe établissant le renforcement d'un partenariat sur les migrations. D'après la feuille de route annexée à la déclaration, 5 thématiques autour de la migration feront l'objet d'une concertation. Un chapitre pour faciliter la cohésion sociale de jeunes à travers des opportunités socio-économiques, un autre pour accompagner la Mauritanie à répondre à l'afflux de réfugiés et soutenir les communautés qui les accueillent, ou encore un pour soutenir la mobilité des étudiants en améliorant par exemple les procédures de délivrance des visas. Mais il y a aussi des chapitres très attendus comme ceux concernant la lutte contre l'immigration irrégulière et les trafics des migrants, ou celui concernant la gestion, la surveillance et le contrôle des frontières. Concernant le retour en Mauritanie, les documents ne mentionnent que le retour potentiel des Mauritaniens en séjour irrégulier en Europe. Une précision importante selon Abdesalam Ould Mohamed Saleh, ministre de l'économie. J'affirme ici que la Mauritanie ne sera jamais la patrie alternative des migrants illégaux étrangers. Nous ne les recevrons pas, ne les abritons pas et ne leur accorderons pas la citoyenneté. Dans le cadre du renforcement de ce partenariat, plus de 210 millions d'euros devraient être alloués d'ici la fin de l'année. Vers la création d'une force conjointe de l'Alliance des États du Sahel AES. C'est ce qu'annoncent le Mali, le Niger et le Burkina Faso après une réunion tenue ce mercredi 6 mars à Niamey au Niger. L'objectif est de lutter contre les djihadistes dans le Sahel après leur retrait de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ngena Ondoum Sentia nous en dit plus. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé mercredi 6 mars la création d'une force militaire conjointe pour lutter contre les djihadistes dans ces pays qui ont récemment tourné le dos à la France et à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette annonce de 3 pays dirigés par des régimes militaires issus des coups d'État suite à la création d'une alliance des États du Sahel et à leur sortie de la CEDEAO qui avait menacé d'intervenir militairement après le putsch le 26 juillet au Niger contre le président Elie Mohamed Bazoum.
Réunis à Niamey, les chefs des armées des 3 pays ont annoncé mercredi la création d'une force conjointe anti-djihadiste. Cette force conjointe de ces pays sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires dans notre espace, indique le général Moussa Salaou Barmou, chef d'état-major nigérien des armées, dans un communiqué. Au Niger, au Burkina Faso et au Mali, confrontés à des violences djihadistes récurrentes et meurtrières depuis des années, les gouvernements civils ont été renversés par des coups d'État militaires successifs depuis 2020. Leur dirigeant, le général Abdourahmane Tiani du Niger, le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ont accusé à plusieurs reprises cette organisation d'être inféodée à la France. Ils lui ont également reproché de ne pas les avoir soutenus dans la lutte qu'ils mènent contre les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à Daesh qui frappent régulièrement la population, provoquant des milliers de morts et des millions de déplacés. En plus des violences qui endeuillent les familles avec les récents affrontements à l'est de la République démocratique du Congo, circuler dans cette partie de la RDC est un véritable calvaire. D'absence de ponts ou routes impraticables, certains conducteurs sont obligés de passer par les pays voisins pour atteindre certaines localités. Suivons le commentaire de Néné Fatima Ibrahim. Circuler dans l'est de la République démocratique du Congo relève de l'exploit. Entre chemins défoncés, ponts cassés, bandits, groupes armés et tensions régionales, toutes les routes sont impraticables, dit le chauffeur. On est habitué à la souffrance. Le camionneur est un habitué de la route nationale 5 entre Bukavu et Ivira, les deux principales villes du sud Kivu, distantes d'environ 120 km, adossées au Rwanda pour la première, au Burundi pour la seconde. En cauchemar, une bonne partie est asphaltée, mais le revêtement date de la période Mobutu et souffre d'un délabrement très avancé avec multiples nids de poules et des plaques de goudron disparues. Le pont qui enjambe les rivières sont le plus souvent vétustes et ne résistent pas au passage de véhicules trop lourds ou à la violence de flots gonflés par des pluies tropicales. Faute de pont, le véhicule de transport commun circule jusqu'à Bujumbura, la capitale économique burundaise, située en face d'Ivira, à la pointe nord du lac Tanganyika, doivent s'arrêter net au bord de la rivière. Les relations entre la RDC et le Rwanda, en dents de scie depuis plusieurs décennies, sont au plus bas depuis la résurgence de la rébellion du M23 fin 2021 dans la province voisine du Nord Kivu. Avec l'appui de Kigali, les rebelles se sont emparés de vastes pans de territoire, coupant pratiquement toutes les voies d'accès terrestre menant à la capitale provinciale Goma. Kinshasa a expulsé l'ambassadeur rwandais en 2022 et menace plus d'une fois de déclarer la guerre à l'agresseur rwandais. Mais les frontières et les routes restent ouvertes. Et c'est ici que s'achève cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre journal de l'international. Portez-vous bien, très bonne suite de programmes sur votre chaîne d'information Tchad Info TV.